aujourd'hui nous parlons du numérique et nous sommes vraiment à l'aise du numérique où l'accès aux outils numériques de nos enfants est devenu aujourd'hui irréversible. Irréversible en ce sens où, quel que soit le rôle que nous, parents, nous allons jouer, lorsqu'on sera un peu laxiste, les enfants auront tendance toujours à abuser du numérique. Donc, notre rôle est vraiment de taille et nous devons rester éveillés. Éveillés à tout moment. Je vais dire que, selon un rapport de l'UNICEF publié en décembre 2017, bien que les enfants soient très présents sur Internet, un internaute sur 3 dans le monde aujourd'hui est un enfant. Les mesures prises pour les protéger des périls du monde numérique et accroître leur accès à un contenu en ligne sûr est bientôt trop rare. C'est même la quintessence de notre présence ici ce matin. Je vais dire que, quelle que soit la façon dont le numérique est utilisé par nos enfants, que ce soit à bon ou à mauvais escient, la technologie numérique est désormais fait partie intégrante de nos vies. Et ce phénomène, je disais tantôt, est irréversible. Combien d'entre nous, parents, aujourd'hui, n'avions pas fait recours à nos enfants lorsqu'on a des difficultés d'accès à des applications? Je le fais souvent. J'appelle mon garçon pour dire comment est-ce que vous utilisez ceci? Mais je ne suis pas analphabète du numérique. Les enfants, sans même avoir été, comment dit-on, éduqués au numérique, l'ont appris sur le tas. Et bien que nous, mais si vous n'avez jamais acheté un portable à votre enfant, remettez-lui aujourd'hui un portable et demandez-lui l'usage de n'importe quelle application, vous serez étonné. Vous allez vous demander, mais à quel moment il a appris ça? Et pourtant, vous n'avez pas mis à sa disposition un portable Android. Donc, le rôle que nous avons en tant que parents, c'est vraiment énorme. Et je vais dire que c'est essentiel pour prévenir ces zones de risque et pour accompagner vraiment les enfants dans leur autonomie à l'aide du numérique. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a de sociétés sans numérique aujourd'hui? Répondez-moi, chers amis. Il n'y a pas. Voilà, il n'y a pas. Alors, notre panel est chargé de la responsabilisation des parents, d'accord, avec le numérique face aux mineurs. Les enfants que nous avons, c'est des mineurs. Alors, quand on a des mineurs, il faut les traiter d'une autre façon. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire du bruit parce que ma collègue tout à l'heure a donné son cas. Et l'autre chose aussi, est-ce que nous, mêmes parents, est-ce qu'on arrive vraiment à discuter avec les enfants? On revient du boulot lundi, fatigué, on s'accroche au portable, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Alors, est-ce qu'on peut trouver au moins la journée de dimanche, dédier ça à la famille et rester un peu avec les enfants pour contrôler leur action sur le numérique? Aujourd'hui, même si vous n'achetez pas de portable à votre enfant, il va vous dire qu'il veut faire exposer. Vous lui remettez le portable pour l'exposer. Il y a des sites icônes. Et mieux, aujourd'hui, il y a même des excusez-moi, je suis en charge de l'éducation aussi, mais il y a des AME dedans. Aujourd'hui, on a remarqué que dans l'OEB, d'accord, les AME font du harcèlement électronique aux élèves. C'est quoi les AME? Les aspirants au métier de l'enseignant. Alors, cette année, d'accord, si l'école allait sévir, l'école allait arrêter près de 150 enseignants. Je dis dans le département. Si l'école allait sévir, dans le département de l'OEB, on allait, d'accord, mettre au verrou 150 enseignants qui font des pressions sur les enfants. Ils leur écrivent sur WhatsApp, sur Facebook. Vous voyez, donc c'est autant de choses. Aujourd'hui, il faut que les parents s'intègrent au numérique.
c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle la fracture numérique, où il y a des parents qui ne veulent pas s'intéresser à ça, ou parfois c'est la pauvreté qui ne permet pas aux parents d'avoir accès au smartphone par exemple. Donc, on doit apprendre aux enfants à s'informer. On doit conseiller les enfants sur l'utilisation des réseaux sociaux. On doit maîtriser le temps dédié aux écrans en famille. Tout à l'heure, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question de savoir quel temps il faut pour les enfants. Alors, ici, au Bénin, je crois qu'il y a désormais un code numérique. C'est vrai que la révolution continue, mais nous n'avons pas encore défini le temps qu'il faut. Mais ailleurs, quand je parle d'ailleurs, on copie des pays par rapport à ces lois-là. Alors, ailleurs, d'accord, à partir de 0 à 3 ans, on ne permet pas à l'enfant d'avoir accès à l'écran. Alors, à partir de 5 ans, on lui donne 30 minutes. À partir de 6 ans, on lui donne 1 heure. À partir de 10 ans, on lui donne plus que ça. Donc, c'est un peu le temps imparti aux mineurs par rapport à l'écran. Alors, je dirais aujourd'hui également que les parents, d'accord, se désolidarisent de leur rôle. Surtout quand vous prenez la zone de l'Ouémé où les parents sont à 80% commerçants. Si le papa ou bien la maman peut payer la contribution, le reste, ils s'en fichent. Et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Alors qu'aujourd'hui, le danger est là, nous sommes à l'ère numérique. Il faut suivre les enfants, il faut que les parents arrivent à jouer pleinement leur rôle par rapport à leur responsabilisation. Merci. Tout d'abord, je voudrais attirer notre attention sur cette récitation-là, célèbre que nous connaissons certainement tous, qui dit que chaque enfant que l'on enseigne est un homme que nous gagnons. Ça veut dire quoi? Que si nous voulons avoir des hommes gagnés, nous devons travailler à l'éducation des enfants. L'autre chose, c'est que on a parfois l'impression que nous avons de difficultés à comprendre les enfants. Alors que, en réalité, nous sommes des enfants qui sont devenus adultes. Et il suffira simplement de faire un peu un retour d'il y a peut-être quelques années en arrière par rapport à nous et de comprendre beaucoup de choses chez l'enfant. Nous, dans notre jargon, on parle souvent de la psychologie de l'enfant. L'enfant a une psychologie et pour comprendre ça, il suffit simplement de replonger dans son enfance soi-même et se dire, bon, lorsque je suppose mon enfant a 7 ans et il a un certain nombre de comportements, je retourne, lorsque j'avais 7 ans, je commence par me questionner. Bon, face à ça, qu'est-ce que je faisais face à ça? Je vous assure, le simple fait de se prêter à cet exercice va nous éviter de lever la main sur nos enfants. Parce que nous voyons des parents aujourd'hui qui demandent des choses qu'ils n'ont pas pu faire hier aux enfants. Qui demandent des choses dont ils n'ont jamais été capables à leurs enfants aujourd'hui. Et de quelle manière? D'une manière rigide et très forte. Alors qu'à un moment donné, nous avons été aussi des enfants. Il y a des enfants qui parfois vont jusqu'à dire, mais je suis un enfant. Et ça ne nous interpelle pas. Parce qu'on lui demande quelque chose qu'il est censé savoir, il est censé accepter, il est censé... Alors que c'est parce que nous ne sommes plus enfants que nous pensons que l'enfant est censé comprendre et accepter. Combien de fois on a attiré notre attention sur les mêmes choses lorsqu'on était enfant? C'est des interrogations. Et lorsqu'on va faire ça, je vous assure, personne parmi nous ici ne va lever la main sur son enfant. Pourquoi? Parce que personne, lorsqu'il était enfant, n'a jamais souhaité qu'on lève la main sur lui. Quand bien même tu te retrouves tu reconnais avoir commis une erreur ou bien avoir mal agi, c'est que étant enfant, tu aurais préféré qu'on ne lève pas la main sur toi. Et malheureusement, chaque fois quand nous levons la main sur nos enfants, surtout lorsque nous les punissons, nous les frappons violemment, malheureusement, ce n'est pas pour ce que l'enfant fait. C'est notre propre colère en réalité qu'on déverse.
Et pour remarquer ça, il suffit simplement de faire un retour. Il y a peut-être des jours en arrière, la dernière fois vous avez frappé votre enfant et vous l'avez frappé violemment. Vous questionnez ce que l'enfant fait et vous questionnez vous-même sur votre journée ou bien la veille. Vous allez réaliser soit vous avez eu un problème de couple avec votre partenaire, ou bien vous avez eu une situation et il y avait un état d'âme qui était là, l'enfant n'était qu'un innocent et il a fallu juste que sa faute tombe dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment-là. Vous le frappez comme un voleur, vous le frappez et c'est après l'avoir frappé que vous commencez à sentir un soulagement. C'est pas normal. Parce que les années à venir, nous allons assister à des enfants 10 ans après, 20 ans après, qui vont assigner leurs parents en justice. Parce que si pour tes propres collègues, et juste parce que je suis sorti de l'école, je ne suis pas venu à la maison, j'ai dévié quelque part, et tu me frappes jusqu'à me laisser une cicatrice, peut-être ici, que je vais traîner toute ma vie, j'ai la possibilité de porter plainte contre toi après. Parce que c'est une violence faite sur moi. Je suis un enfant. Et tu as le droit de m'éduquer, mais tu n'as pas le droit de me blesser. Tu n'as pas le droit de me porter des blessures. C'est pas possible. Donc nous devons, nous parents d'abord, travailler à connaître le droit de nos enfants. Première chose. Deuxième chose, nous devons amener les enfants à connaître nos droits en tant que parents. Parce que nous ne nous prêtons pas à cet exercice. L'enfant sur qui tu lèves le ton et qui se fâche, qui va se mettre dans son coin et tu lui demandes maintenant d'aller faire quelque chose et l'enfant commence pas à ronchonner parce que tu l'as frappé, il ne veut pas le faire. Tu n'as pas besoin de le frapper. Il faut l'amener à comprendre que moi j'ai le droit d'exiger des choses, de me fâcher, de faire un certain nombre de choses ou bien de te punir en tant que parent. Tu as le droit de te fâcher et tu es fâché, je suis d'accord. Mais lorsque je te commande, quand même tu es fâché, tu as l'obligation de m'obéir. C'est pas compliqué, c'est tellement simple que et quand dans notre société, parce qu'on a été moulé dans une forme de culture qui est différente de ce qui devrait être la réalité, on pense que quand quelqu'un fait ça, il éduque mal l'enfant. Mais c'est faux. Nos enfants devaient être les premières personnes avec lesquelles nous avons une très bonne communication. En ce sens que lorsque l'enfant, ma soeur disait tout à l'heure, parlait du cas de l'enfant qui s'est retrouvé à aller sur des sites. Mais c'est la faute à nos parents. Parce que qu'est-ce que nous faisons? On attend l'adolescence de l'enfant pour commencer par lui interdire un certain nombre de choses. À l'âge de l'adolescence, l'interdit est une forme de motivation pour aller découvrir ce qui se cache derrière pour l'enfant. La curiosité, c'est naturel. Mais il y a un moment de la vie de l'enfant qui précède ce moment-là où on peut tout préparer et arriver à cet âge-là. L'enfant ne va plus mal faire cette crise de l'adolescence. C'est de 0 à 7 ans. De 0 à 7 ans, si c'est une fille, elle doit savoir qu'à un âge donné, elle va commencer par avoir des menstrues. Elle doit savoir qu'à un âge donné, bon, c'est normal qu'elle commence par avoir des sentiments pour un garçon. Elle doit savoir qu'à un âge donné, elle va commencer par ressentir des envies sexuelles d'une certaine manière. C'est là où on la prépare. Et on lui montre que c'est normal. Ça me dit que tu es en train de te développer. Mais voilà ce qu'il faut éviter parce qu'il y a des conséquences. L'enfant grandit avec et ça lui évite lorsqu'il va en ville et que maintenant il a commencé l'adolescence, ses camarades sont en train de parler des choses, il n'y a plus rien de nouveau pour lui. Tout, il est au courant de tout et de qui même, des meilleures personnes en qui il est censé avoir confiance. Et nous devons éviter de leur dire du mensonge. Parce que lorsque les autres sont en train de parler, qu'ils découvrent que tout ce que mes parents me disaient c'est la vérité, c'est lui qui devient maintenant l'agent sensibilisateur de ses collègues qui disent oui c'est vrai, c'est normal, tu as des sentiments parce que c'est normal, tu es à quelle phase de ta vie et il leur montre les conséquences. Nous devons le faire. Et lorsqu'on parle, on ramène ça aujourd'hui au numérique. Vous savez qu'on le veuille ou pas,
nous sommes dans un monde qui est devenu un monde global où c'est un village planétaire. Et quiconque ne veut pas s'adapter au numérique décide de ne plus exister. Il faut qu'on prenne la décision de ne plus exister. Nous devons nous adapter au numérique. Lorsque je vais demander, par exemple, ici à quelqu'un dans la salle de se lever pour me donner la définition du néologisme, je suis sûr, si je jette la question, personne, même si on était à la maison, personne n'ira chercher un dictionnaire. Non, 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 non. Nous irons tous sur les réseaux sociaux. Nous irons tous sur les réseaux sociaux. Et lorsque je fais une parenthèse pour revenir à la question du temps que les enfants devraient passer sur les réseaux sociaux, vous savez, l'écran en général est une drogue psychologique. L'écran est une drogue. Et vous allez faire une remarque. Lorsque vous passez beaucoup de temps, les yeux fixés sur l'écran, surtout quand la lumière de l'écran est forte, vous avez de difficultés à retrouver le sommeil la nuit, il n'y a rien à faire. C'est une drogue. C'est une drogue en ce sens que chacun de nous ici présents, nous sommes devenus des addicts de cette drogue-là. Il n'y a personne ici qui puisse passer une journée sans son téléphone. À un moment donné, il sent que quelque chose lui manque et mon téléphone, on ne peut plus. Et si nous sommes d'accord que pour se développer, pour grandir, l'enfant est en croissance. Nous, on est des adultes. Pourquoi l'enfant a besoin du sommeil? C'est le meilleur moment pour lui de se reprogrammer et de bien croire. Et si on l'expose pendant longtemps aux écrans, nous allons voir, il aura des troubles du sommeil. Généralement, quand nos enfants ont des troubles du sommeil, nous ne sommes pas au courant. Parce que nous passons tout notre temps à dormir. Et l'enfant, il subit seul. Et on se rend compte, bon, le lendemain, c'est réveillé. Lui, il ne sait pas ce qu'il vit. Il ne peut pas expliquer. Après, on réalise que les résultats scolaires chutent. Il y a des trucs qui se passent. Bref. Les droits que nous avons, qui sont des droits universels, aujourd'hui, puisque le village est planétaire, ces droits-là sont transférés au niveau du monde digital. En ce sens que l'enfant a ses droits digitaux. Et nous avons le devoir, ça s'impose à nous, de les respecter. Mais en tant que parents, nous avons également des obligations pour dire que est-ce que j'ai le droit d'avoir accès aux informations de mes enfants sur les trucs là. Tout se négocie, même avec l'enfant, il faut négocier tout ce qu'on veut faire. Il faut lui montrer qu'en fait, l'objectif c'est tout son bien. Et aujourd'hui, la technologie a évolué. Mon enfant peut avoir un téléphone Android et avec des applications, en utilisant juste l'adresse IP de son appareil photo, de son appareil portable ou bien tablette, je peux décider moi quels sont les sites que mon enfant peut visiter ou pas. Parce que quand l'enfant, comme elle a dit, il y a le cas des emails, mais je reçois un message pour dire telle personne tente de se connecter sur tel site. Est-ce que vous autorisez? Si oui, tapez votre code la scène. C'est vous qui tapez. Mais vous l'informez et vous lui montrez que s'il prend la décision d'aller le faire ailleurs, les conséquences. Et vous allez vous entendre. Parfois même, on s'entend avec son enfant. Tu me promets de ne jamais faire ça. Moi, je te promets en retour de faire ci, de faire ça. Et puis, tout va bien se passer. Nous devons, en tant que parents, voir le bon côté. Il y a des enfants qui sont plus outillés à utiliser le numérique que d'autres. Et tout le temps, eux, ils veulent chercher les applications, fouiller. Leur problème, ce n'est pas forcément d'aller sur Internet et d'aller regarder. Eux, ils veulent développer cette capacité, ce potentiel qu'ils ont. Et l'une des choses qu'il faut également, il ne faut pas prendre des enfants coupables de ce dont ils ne sont pas coupables. Moi, j'ai mis du temps à guérir d'une chose. J'étais enfant, j'aimais beaucoup manger, j'aime beaucoup la nourriture. Et j'ai réalisé que chaque fois, quand ma maman doit préparer, elle dit que c'est pour nous qu'elle va à la cuisine.
Mais le choc, c'est que quand elle commence par couper le poisson, je vois des gros morceaux et tout, elle nous demande même de venir attiser le feu et tout. On fait ça, on est content. On finit. C'est le papa qui revient après, qui prend le gros morceau. Et du coup, je reste dans mon coin. Quand bien même tu n'es pas rassasié, tu demandes à prendre encore un peu plus, on te donne 100%. C'est un choc. Mais tout le temps, elle nous a raconté qu'elle veut préparer que si ce n'est pas à cause de lui, je n'irai pas à la cuisine. C'est pas normal. C'est des choses qu'on doit éviter. Moi, c'était un choc pour moi. Nous devons revoir ça. Et pour finir, nous avons quelqu'un qui a parlé tout à l'heure de l'éducation de l'enfant qui devait commencer à la maison. L'éducation de l'enfant au-delà de la maison commence depuis la conception. Si nous voulons avoir un enfant de tel tempérament, de ci, de ça, c'est depuis la conception. Et nous avons ce pouvoir-là que la nature ou Dieu nous a donné sur les enfants qui vont naître. On peut organiser leur éducation. Et quand on prend une femme enceinte, qu'est-ce qu'on constate? Pour voir un peu que l'enfant déjà depuis le ventre est éduqué. Quand l'enfant commence par donner des coups et que peut-être parfois le papa vient là, il parle, il entend et il se calme. Ou bien le papa pose sa main, ou bien quelqu'un pose sa main, ou bien c'est que l'enfant fait du bruit dans le ventre, et qu'on allume une musique, ça veut dire que l'enfant, voilà. Et chaque fois qu'on fait ça, en fait, on l'amène à sa douceur, à cette mélodie-là.